Bonjour à tous et bienvenue à cette édition virtuelle du concours Ma thèse en 180 secondes de l'UQAM. Donc, on ne pensait pas que notre 10e édition allait se dérouler ainsi, mais pandémie oblige, il faut ce qu'il faut. Mon nom est Joanie Doucet, je fais partie de l'équipe de la division des relations avec la presse et événements spéciaux du service des communications de l'UQAM et j'aurai le plaisir d'annoncer cette finale institutionnelle. Donc, avant de commencer, j'aimerais remercier les candidats qui, malgré la situation, ont souhaité poursuivre l'aventure MT 180. Merci aussi aux membres du jury qui nous ont suivis dans cette aventure virtuelle qui nous sort beaucoup de notre zone de confort, mais ça devrait très bien aller. Et merci aussi à ceux qui assistent à la compétition, soit sur Zoom ou en Facebook Live. Je suis persuadée que les candidats ressentent votre énergie, puis ça va les aider là, dans leur présentation. Je vous indique quand même le mot-clic de l'événement. C'est sûr que virtuellement, c'est plus difficile de gazouiller ou faire des stories sur Instagram, mais le mot-clic, c'est dièse MT 180. Donc, si vous voulez encourager un candidat, allez-y gaiement. Donc, avant de vous expliquer le déroulement de la compétition, j'aimerais vous présenter nos précieux membres du jury. Donc, nous avons Madame Sophie Malavoie, elle est directrice du Centre du Cœur des Sciences, Monsieur Patrice Potvin, professeur au département de didactique et titulaire de la chaire de recherche sur l'intérêt des jeunes à l'égard des sciences et de la technologie, et Monsieur Jean-Pierre Richer, le directeur du service de recherche et de la création de l'UQAM. Donc, le concours MT 180 pour cette édition-ci est réservé aux étudiants inscrits au doctorat pour l'année 2019-2020. Et il s'agit de faire une gymnastique vocale où on doit présenter leur thèse en 180 secondes et surtout la vulgariser. Donc, la compétition s'inscrit dans le cadre du concours national organisé par l'Association francophone pour le savoir. La finale nationale va avoir lieu le 19 novembre prochain. Et elle va regrouper une quinzaine d'universités canadiennes. Mais malheureusement, en raison du contexte, cette année, il n'y aura pas de finale internationale. Donc aujourd'hui, c'est 10 candidats qui vont tenter de s'y rendre. Et pour ceci, ils vont devoir respecter quelques consignes que je vais vous énoncer à l'instant. Donc, le candidat va débuter sa présentation lorsque le compte à rebours aura terminé, que je lui dirai de prendre la parole. Après le 3 minutes, si au signal sonore, le candidat n'a pas terminé sa présentation et qu'il souhaite poursuivre, il sera éliminé. Évidemment, le mode virtuel nous a obligés à revoir un peu les consignes. Donc, si le candidat a un problème technique qui dure moins de 10 secondes, on va simplement mettre une pause sur le chronomètre et lorsque son écran va dégeler, entre guillemets, il va pouvoir poursuivre la présentation. Si ça arrive plus de 3 fois, on va devoir mettre un terme à sa présentation, il va pouvoir la reprendre à la toute fin. Et si le problème dure plus de 11 secondes, on va aussi devoir mettre un terme à sa présentation et il va pouvoir reprendre à la fin. Malheureusement, si un enfant, un chat ou un conjoint apparaît dans l'écran, c'est pas une bonne raison pour reprendre sa présentation, mais ça devrait bien aller. Des fois, le virtuel, ça nous amène des belles surprises. Donc, les membres du jury évalueront les candidats selon 3 principaux critères. D'abord, selon le talent d'orateur et d'implication du candidat. Ce que ça veut dire, c'est est-ce que le candidat a démontré une belle fluidité, des belles qualités d'orateur, une voix claire, une voix assurée? Est-ce que le participant a transmis sa passion pour son sujet d'étude? Est-ce qu'il lui a donné un caractère humain? Est-ce que le participant a suscité la curiosité du public? Bon, c'est sûr que virtuellement, c'est plus difficile à évaluer, mais bon, ça fait quand même partie des critères. Et le participant a-t-il fait des liens avec les besoins de la société, de l'actualité par rapport à son projet de recherche? Finalement, le deuxième critère est la vulgarisation. Est-ce que le participant a expliqué les concepts dans un langage accessible? Est-ce que le participant a utilisé l'humour, des figures de style, des exemples pertinents pour illustrer ses propos?
Et finalement, le dernier critère, c'est la structuration de l'exposé. Donc, est-ce que les idées s'enchaînaient bien? Est-ce que la structure était claire? Est-ce que on comprenait bien le sujet? Alors voilà pour ce qui est des 3 critères principaux selon lesquels les participants seront évalués. Et à la toute fin, le public pourra aussi voter pour leur candidat préféré. Donc, ceux qui nous suivent sur Zoom, on va publier le lien dans le clavardage. Donc, vous allez pouvoir cliquer et voter pour votre candidat. Et pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live, on va mettre en commentaire le lien pour que vous puissiez voter. Vous allez avoir entre 5 et 10 minutes pour voter, après quoi on va arrêter le vote, puis on va connaître le choix du public. Bon, je pense que j'ai assez parlé, puis les candidats sont assez fébriles, c'est à leur tour. Alors, commençons avec notre première candidate, Valérie Bouchard, doctorat en psychologie. Le titre de sa thèse non vulgarisée est « Je retiens mon souffle ». Apprentissage et régulation de la peur chez les femmes victimes d'agressions sexuelles et leurs enfants. Qu'en est-il lorsque la mère souffre d'un trouble de stress post-traumatique? 3, 2, 1. C'est à ton tour, Valérie. Le mouvement MeToo a révélé l'ampleur de la problématique des agressions sexuelles partout à travers le monde. Le Québec ne fait pas exception, malheureusement, puisqu'ici, 1 femme sur 4 a été victime d'au moins une agression sexuelle au cours de sa vie. Ces chiffres-là sont alarmants, bien sûr, mais ça démontre surtout l'importance qu'on doit accorder aux agressions sexuelles en termes de prévention, mais également en termes d'intervention, puisque les conséquences pour les victimes et leurs familles sont dévastatrices. Prenons par exemple Léo et sa mère. La mère de Léo a été victime d'une agression sexuelle et elle a développé un trouble de stress post-traumatique. Ce n'est pas la seule, malheureusement, puisqu'une femme sur 4 va développer ce trouble après avoir vécu une agression sexuelle. Mais ce que les études nous indiquent, par contre, c'est que Léo, uniquement parce que sa mère souffre d'un trouble de stress post-traumatique, est 2 fois plus à risque de développer le même trouble au cours de sa vie. Mais pourquoi? En fait, le trouble de stress post-traumatique se manifeste par 20 différents symptômes dont les combinaisons vont varier d'un individu à un autre. Ce qui est central, par contre, ce sont les difficultés de régulation de la peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, les personnes vont continuer à avoir peur, même si elles sont maintenant en sécurité. La mère de Léo, par exemple, elle ne sort plus de chez elle tellement elle a peur que ça lui arrive à nouveau. Elle sursaute au moindre petit bruit, constamment en état d'alerte. Elle a maintenant peur de tous les hommes barbus puisque son agresseur avait une barbe. Et Léo, chaque jour, est témoin des réactions de peur démesurées de sa mère. On sait que les enfants apprennent énormément en observant leurs parents, entre autres à réguler leurs émotions. Est-ce que ça se peut donc qu'un enfant qui voit constamment sa mère avoir peur commence lui-même à avoir peur pour rien? C'est la question à laquelle ma thèse tente de répondre. Plus précisément, je souhaite mieux comprendre l'impact des symptômes post-traumatiques chez les enfants des victimes d'agressions sexuelles. Pour atteindre cet objectif, je recrute des femmes qui ont été victimes d'une agression sexuelle et qui présentent des symptômes post-traumatiques avec leurs enfants pour qu'ils participent à un protocole expérimental dans nos laboratoires. Le protocole comprend différentes étapes qui permettent de mesurer comment on apprend la peur, mais aussi comment on arrête d'avoir peur. Et comment on fait pour mesurer la peur avec la sudation de la paume des mains. Ça nous est tous déjà arrivé, quand on a peur ou qu'on est stressé, on a les mains moites. Avec ma thèse, je vais donc explorer, est-ce que les enfants comme Léo vont apprendre ou réguler différemment leur peur? Est-ce que, par exemple, ils vont avoir peur plus longtemps ou plus peur? Bref, est-ce que le simple fait de grandir auprès d'une mère qui a constamment peur peut influencer la façon dont un enfant va réguler la peur à son tour? Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que les victimes d'agressions sexuelles ne sont pas les seules victimes. Pensez à Léo. En comprenant mieux les impacts du trouble de stress post-traumatique parental chez les enfants des victimes, on sera en mesure d'améliorer les interventions proposées aux familles et surtout, on l'espère, de réduire la transmission de la peur au sein des familles touchées par le trouble de stress post-traumatique. Merci beaucoup. Bravo, merci Valérie. Maintenant, notre deuxième candidat, Nicolas Berzy, doctorat en études et pratiques des arts, le titre de sa thèse, La composition scénique face à l'injouable Clance, dispositif réseau et devenir partition d'un théâtre interdisciplinaire. 3, 2, 1, c'est à toi Nicolas. 2000 ans après la naissance du théâtre grec apparaît l'art de la mise en scène.
On lui fournit ainsi une première définition historique, l'art de traduire sur les planches les idées et les personnages imaginés par l'auteur dramatique. Le metteur en scène va ici devenir le relais entre les textes et les publics, responsable de faire jouer les acteurs sur scène. Mais qu'arrive-t-il lorsque la mise en scène est confrontée à un texte injouable, un texte qui ne se transpose pas tel quel sur scène, que ce soit par sa violence, son immoralité ou encore ses prouesses techniques? La mise en scène fait ainsi face à sa limite, forcée alors d'imaginer son propre langage, un langage qui proviendrait de la scène et non du texte. Or, la mise en scène a depuis vécu 3 révolutions technologiques qui font sans cesse croître son langage. D'abord, l'avènement de l'électricité, qui a remplacé l'éclairage à la chandelle et au gaz, puis l'électronique, où l'on pouvait déclencher du son et des éclairages à partir de consoles, et tout récemment, la révolution numérique, qui permet de manipuler en direct les images et le son pour une expérience plus sensorielle et immersive. En accumulant toutes ces langues, la mise en scène ne peut plus aujourd'hui se limiter à sa première nomination, celle de traducteur d'une œuvre dramatique. Ma thèse stipule alors que nous sommes entrés dans la nouvelle ère de la mise en scène, celle que je nomme la composition scénique, un art pluriel et polysémique de l'agencement interdisciplinaire. Afin d'illustrer cette reconfiguration au sein de ma propre pratique de metteur en scène, j'ai choisi de m'attaquer à Cleansed, cette célèbre pièce de Sarah Kane créée en 1998 au Royal Theatre de Londres, 2 ans avant le suicide de son autrice. Cette œuvre dramatique déploie une série insoutenable d'horreurs, de tortures, de suicides, de sexualité explicite et présente des défis techniques majeurs et qui serviraient sans doute à expliquer qu'elle n'avait jamais été créée en sol montréalais. Pour arriver à déjouer l'injouable Cleansed et ainsi délimiter le territoire de sa composition scénique, j'ai développé une nouvelle méthodologie qui aura permis à une troupe de 15 artistes, acteurs, danseurs, vidéastes, musiciens, scénographes, dramaturges, de collaborer via un dispositif réseau à une co-création multimédia et interdisciplinaire. J'ai ainsi élaboré des schémas, des esquisses et des captations d'une partition de mise en scène qui, en organisant tous les phénomènes spatio-temporels de la performance, archive au fur et à mesure les matériaux de la création en devenir. Car contrairement à la musique et la danse, la mise en scène ne possède toujours pas de méthodologie officielle qui serve d'autorat ou encore de legs. Pendant trop longtemps, on ne pouvait rejouer les mises en scène des grands qui vivaient et mouraient dans l'instant de la représentation. Ma thèse création démontre qu'à l'ère des nouvelles technologies, il est enfin possible de créer des partitions multimédia archivables et transmissibles, assurant la pérennité de toutes les traces d'une mise en scène. Bravo! Merci, Nicolas. Je prends quelques secondes pour vous rappeler qu'à la fin, vous allez pouvoir voter pour votre coup de cœur, donc gardez en mémoire votre candidat préféré. Autour de notre 3e candidate, Virginie Bohelen, doctorat en éducation. Et le titre de sa thèse, « Développement d'un modèle holistique d'éducation relative à l'environnement, prenant en compte la dimension spirituelle du jeune en contexte éducatif non confessionnel. » 3, 2, 1, c'est à toi, Virginie. Bonjour. La crise de l'environnement résulte d'une rupture de la relation entre l'être humain et la nature. On ne viendra à bout de cette crise que lorsqu'on rétablira une relation saine avec notre environnement. Et cela commence avec nos jeunes dans les écoles. Or, les tentatives d'éducation ces 20 dernières années, dans ce sens, n'ont pas été concluantes où l'environnement, considéré comme un problème, crée de l'éco-anxiété chez nos jeunes, qui plus est sont accaparés par une technologie qui les déconnecte davantage de leur milieu de vie naturel. Fort de ce constat, ma thèse a développé un modèle d'éducation qui vise à réactiver chez le jeune son lien profond à la nature de façon à générer le désir et l'envie de vivre en harmonie avec celle-ci. Pour ce faire, je me suis intéressée à 2 principes majeurs. Le premier est celui de l'éco-formation, c'est-à-dire lorsque la nature, notre milieu de vie naturel, participe au développement humain. Autrement dit, au fait que tout être humain se forme au contact de la nature. Le deuxième principe est celui d'une éducation holistique qui prend en compte toutes les dimensions de la personne, le cognitif, l'affectif et le sensoriel et le spirituel, soit la spiritualité, qui est une dimension souvent mise de côté car incomprise et pourtant essentielle. Elle correspond à une démarche philosophique et éthique de questionnement sur le sens de ce que nous vivons et une recherche d'harmonie avec ce qui nous entoure. À partir de ces 2 principes, j'ai créé des activités pédagogiques qui se développent en 2 temps et qui s'insèrent dans les programmes disciplinaires. D'abord, il est question de
permettre cette rencontre concrète du jeune avec la nature pour que celui-ci vive une expérience personnelle avec celle-ci. Cette rencontre pourrait se faire lors d'activités de découverte, d'observation silencieuse en sciences, en univers social ou lors de développement de projets en art. Ensuite, il est question de l'expression sous toutes ses formes de cette rencontre, ce qu'elle a pu générer chez le jeune en matière de réflexion concernant le sens de son lien à ce milieu de vie naturel. Cette fois-ci, on est plus dans le domaine des arts, de l'expression écrite comme en langue ou de la réflexion en cours d'éthique. L'évaluation de ce modèle par des enseignants permet d'en assurer la validité et la faisabilité. Par le développement d'une relation concrète, attachante avec la nature, cette pédagogie contribue au bien-être de l'enfant, du jeune, et permet une compréhension profonde de sa place dans le monde vivant pour développer, au bout du compte, une mobilisation éco-citoyenne. Souvenez-vous du Petit Prince de Saint-Exupéry et de sa rose. C'est son attachement à cette rose unique qui crée chez cet enfant le désir d'en prendre soin. En somme, dans mon modèle, l'idée est de réveiller le petit prince qui sommeille en chacun de nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Virginie. Autour de notre 4e candidate, Brindoucha Christina Boudet, doctorat en sciences de l'environnement. Et le titre de sa thèse, Identification de l'espèce d'arbre individuelle à partir de données d'un balayeur LIDAR multispectral aéroporté. 3, 2, 1, c'est à toi, Brindoucha. Bonjour, pensez-vous qu'il est possible d'identifier l'espèce d'un arbre en mesurant la distance entre ses feuilles et un avion? Le LIDAR est un appareil qui mesure la distance par la vitesse de la lumière. Il émet un rayon laser et enregistre le temps de retour de la lumière réfléchie par les feuilles ou par le sol. Le LIDAR est utilisé dans l'inventaire forestier pour mesurer la hauteur et la localisation précise des arbres. Il serait très intéressant si l'espèce pouvait être obtenue à partir du même appareil parce que les coûts et les erreurs seraient ainsi réduites. En faisant un balayage latéral par rapport à la direction de l'avion, on obtient un nuage de points avec des formes arrondies pour les feuilles et des formes plus pointues pour les conifères. L'intensité de la lumière réfléchie dépend de la taille des feuilles. Par exemple, une feuille large d'érable réfléchit plus de lumière qu'une petite aiguille de pin. Jusqu'à récemment, les lidars ont utilisé un seul laser, donc une seule longueur d'onde, ce qui donne l'équivalent d'une photo tridimensionnelle, mais en noir et blanc. Un nouvel appareil, le lidar multispectral, rassemble 3 lasers avec 3 longueurs d'onde différentes. Cela permet d'obtenir 3 nuages de points et qui rassemblés donnent l'équivalent d'une image tridimensionnelle mais en couleur. Donc, les différences entre ces 3 nuages de points nous permettent de ressortir un nouveau type d'information très intéressant pour l'identification des espèces. Donc, dans ma thèse, j'évalue combien nous pouvons gagner en utilisant les 3 nuages de points par rapport à un seul nuage de points. Donc, l'avantage d'utiliser un lidar multispectral par rapport à un lidar monospectral, et je cherche les meilleures méthodes pour identifier à la fois les espèces des grands arbres, mais aussi l'espèce des tout petits arbres. Merci. Merci beaucoup, Brindoucha Christina. Autour de notre 5e candidate, Ximena Zotig, doctorat en biochimie. Le titre de sa thèse, Conception de structures supramoléculaires basées sur des assemblages amyloïdes pour application en vaccination. 3, 2, 1, à toi, Ximena. Ces derniers temps, vous avez sans doute beaucoup entendu parler des pandémies et de l'importance des vaccins pour contrôler et prévenir des infections virales.
Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de la COVID-19, mais plutôt d'une stratégie de vaccination contre un autre pathogène respiratoire très menaçant, les virus de la grippe, l'influenza. En fait, la souche H1N1 a été la cause de la pandémie la plus meurtrière du 20e siècle, la grippe espagnole, qui a fait entre 50 et 100 millions de victimes. Comparativement, la COVID cause jusqu'à aujourd'hui 1 million de décès. À savoir, des nouvelles souches grippales apparaissent à chaque année et ces souches affichent des molécules dans la coquille extérieure du virus différentes à chaque année. Ces souches sont appelées des épitopes. C'est un peu comme si le virus change de manteau à chaque hiver. De ce fait, l'apparition des nouvelles souches est facilitée par la capacité du virus à sauter entre les systèmes. Les épitopes, qui sont la composante clé dans les vaccins, sont en quelque sorte les étiquettes de reconnaissance du système immunitaire. Les anticorps permettent d'identifier ces étiquettes et de signaler à nos cellules tueuses du système immunitaire qu'il y a danger pour ainsi l'éliminer. Vous comprendrez alors qu'un changement au niveau de l'épitope permet au virus de passer d'inaperçu de notre système d'alarme, donc de notre système immunitaire. Cela vous explique pourquoi il est possible d'attraper la grippe à plusieurs reprises. Pendant mon doctorat, j'ai travaillé sur des nouvelles technologies de vaccination pour lutter contre l'influenza. Au laboratoire, on construit des sachants des livraisons d'épitopes de la grippe et c'est en exploitant l'auto-assemblage des petites protéines synthétiques qui sont appelées des peptides. On utilise une approche qui ressemble un peu à des blocs Lego. En fait, elle nous permet d'assembler, grâce à une structure particulière appelée des amyloïdes, des composantes qui mènent les agents pathogènes. Les assemblages conçus dans le cadre des matrices se ressemblent au virus en termes de taille et de forme. Ils ont la capacité de stabiliser et de transporter les épitopes directement au centre du système immunitaire, un peu comme une ambulance, car ils permettent en plus de les alerter. Cette capacité activatrice des assemblages s'appelle l'effet adjuvant. Et c'est grâce à cette super propriété que les quelques épitopes rarement conservés chez le virus de l'influenza peuvent être utilisés pour concevoir enfin un vaccin durable. Nos résultats obtenus ont montré que ces assemblages auto-adjuvants permettent de préparer efficacement le système immunitaire contre une infection grippale et ainsi de la combattre. Enfin, nous sommes très loin d'un vaccin commercial, mais cette technologie permet d'ouvrir des horizons à des vaccins sécuritaires, efficaces et durables. Merci. Bravo, Ximena. Tu peux reprendre ton souffle maintenant. Alors, autour de notre 6e candidate, Priska Ayasami, doctorat en sciences de l'environnement, et le titre de sa thèse, « Les freins et leviers de la mise en place des infrastructures vertes dans 3 villes, Saint-Lambert, Brossard et Mont-Saint-Hilaire ». 3, 2, 1, à ton tour, Priska. Donc, bonjour tout le monde. La résilience dans un système de ville. La résilience, c'est un des concepts qui commence à devenir très, très populaire, spécialement en ce temps de COVID et de pandémie, où les gens commencent à se demander est-ce qu'on est mieux d'être autonome et avoir notre propre jardin et notre serre intérieure. Donc, ça, c'est la définition, en fait, de ce qui est la résilience, qui est de s'adapter et faire face au stress et aux perturbations sur le système. Donc, imaginez pouvoir sortir en pyjama et aller cueillir les petites tomates cerises ou les fruits et légumes au lieu de prendre la chance de s'infecter à l'épicerie. Donc, là, je viens à un deuxième concept qui est le système. Qu'est-ce que c'est que le système? Le système, en fait, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent ensemble vers un but. Dans le fond, on a beaucoup de systèmes qui existent. Et dans ce système-là, on a des sous-systèmes qui sont notamment des acteurs et la communauté qui font partie, en fait, du gros système. On a les intrants qui vont être, en fait, les changements de perspective, les nouvelles stratégies, les nouvelles modes de conception qu'on va adopter justement pour créer des changements. Et puis, en sortant, dans le système, on a un autre élément qui est le sortant, qui va être l'apport des résultats. Donc, l'application de ces nouvelles stratégies-là, ça va apporter des résultats. Donc, dans le cadre de ma thèse, moi, en fait, je me suis intéressée à voir l'application du concept de résilience dans les systèmes de villes. Dans les villes, via spécifiquement les projets d'infrastructure verte. Encore là, je viens à un autre concept, 3e concept, qui est l'infrastructure verte, plus connu sous le nom de IV. Qu'est-ce que c'est?
En fait, c'est le type de verdissement, toutes sortes de végétation qu'on va emmener dans les systèmes de ville ou qui vont agir en fait comme des éponges dans ces systèmes-là, justement. Et on appelle ça des types de projets résilients qui sont reconnus en fait pour leurs nombreux avantages écosystémiques. On va voir notamment, ça va avoir un gros impact sur la réduction des îlots de chaleur, qui est une des causes de mortalité élevée chez les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les nourrissons. On va avoir aussi un gros impact sur les risques d'inondation, parce que en installant la végétation, ça agit comme des éponges pour les villes, fait que ça peut absorber en fait l'excès de pluie. Parce que souvent dans les villes, à cause de la mauvaise gestion, on a comme des bouchages d'égouts. Donc, d'autres éléments qui viennent, c'est absorption de bruit, purification d'air, diminution de stress. Les gens sont plus heureux à côté de végétation, puis une meilleure connexion entre voisinage. Dans le cadre de ma thèse, moi, j'ai pris 3 villes, donc Brossard, Saint-Lambert et Mont-Saint-Hilaire, pour justement voir l'application du concept de résilience dans les politiques urbaines via spécifiquement ces projets d'IV. Donc, je vous remercie. Bravo, Prisca, merci beaucoup. Autour de notre 7e candidate, Samantha Kariakos, doctorat en psychologie, et sa thèse « L'expérience des jeunes adultes en situation d'itinérance ayant un historique de placement en centre jeunesse lors de l'adolescence ». 3, 2, 1, à ton tour, Samantha. Merci beaucoup, Joanie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire d'Alexandre. À la maison, ça ne se passe pas toujours très bien pour Alexandre. En fait, il est victime de négligence et de maltraitance depuis la naissance. Un matin, 2 intervenants cognent à la porte. Alexandre est amené dans une famille d'accueil. Et là, on pourrait penser qu'étant donné qu'il y a une prise en charge, la situation à Alexandre va s'améliorer. Eh bien, moi, je vous dis que non. Alexandre est ensuite placé dans une 2e famille, et une 3e famille, et une 4e famille, et l'instabilité persiste. À 12 ans, Alexandre fuit de sa famille d'accueil. Il est ensuite placé dans un centre jeunesse. Un placement en centre jeunesse signifie des services plus intensifs. Et là, encore une fois, vous pouvez penser qu'enfin, sa situation va s'améliorer. Eh bien, moi, je vous dis, pas tout à fait. Alexandre reçoit peu d'informations concernant les raisons qui justifient tous ces changements. Il ressent un désespoir, une perte de contrôle et une perte de pouvoir sur sa vie. Sa situation ne fait que s'aggraver malgré la prise en charge institutionnelle. Imaginez-vous, c'est comme être pris dans un sable mouvant. Plus il se débat, plus il s'enfonce. Et la particularité du sable mouvant est qu'il est pratiquement impossible de s'en sortir seul. Les centres jeunesse offrent des services jusqu'à l'âge de la majorité. Arrivé à 18 ans, Alexandre quitte donc les centres jeunesse avec un sac de poubelle pour transporter ses quelques biens. Il ne sait pas où aller, il n'a plus de contact avec les intervenants, il n'a pas l'option de retourner dans sa famille d'accueil, pas question de retourner chez ses parents. Alexandre se retrouve en situation d'itinérance. L'histoire d'Alexandre, c'est l'histoire d'un tiers des jeunes qui quittent les centres jeunesse puisqu'ils ont atteint l'âge de la majorité. Comment se fait-il que des jeunes quittent les centres jeunesse et se retrouvent à la rue? Comment se fait-il qu'une personne comme Alexandre reçoit des services pendant plusieurs années et au bout du compte se retrouve dans cette situation? Ma thèse vise à répondre à ces questions. Je veux comprendre comment les centres jeunesse préparent les jeunes à la transition vers l'âge adulte et comment les services présentement mis en place répondent aux besoins de ces jeunes. Je rencontre des jeunes qui sont en situation d'itinérance ayant vécu un placement en centre jeunesse à l'adolescence. Ces jeunes sont difficiles à rejoindre et peu entendus. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la situation qu'a vécue Alexandre me semble injuste. Et c'est pourquoi je travaille fort pour comprendre comment on peut offrir des services qui répondent aux besoins des jeunes et ainsi faciliter cette transition vers l'âge adulte. De cette façon, quand les jeunes, comme Alexandre, sont prises dans le sable mouvant, on pourra leur offrir des services qui répondent mieux à leurs besoins. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samantha. Donc, je vous rappelle qu'à la toute fin, vous allez pouvoir voter pour votre coup de cœur, qu'on connaîtra à la fin, bien évidemment. Alors, enchaînons avec notre 8e candidate, Cynthia Nouri, doctorat en communication, et sa thèse « Bonjour, Madame, Monsieur. Avez-vous une minute?
Recherche-création compréhensive sur les pratiques d'entrevue de rue médiatique. 3, 2, 1. À toi, Cynthia. Bonjour, avez-vous une minute? C'est pour un Vox Pop, un micro-trottoir en bon français. Quand on y porte attention, les Vox Pop sont omniprésents dans les médias. Certainement en avez-vous déjà vu ou entendu, vous avez peut-être même déjà été sollicité pour y participer. Malgré ça, les Vox Pop sont plutôt mal aimés du public et du monde académique, raison pour laquelle j'ai décidé de m'y intéresser dans le cadre de mon doctorat. Je tente en premier lieu de comprendre l'origine du Vox Pop et ses formes. Dans l'imaginaire commun, cette expression nous ramène à Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Et pourtant, la première mention connue de cette expression remonte au 8e siècle dans la cour du roi Charlemagne. L'un de ses conseillers l'avisait alors de ne pas porter attention à la voix vulgaire du peuple. Ainsi, pendant plusieurs siècles, la Vox Populi était plutôt celle des plus proches représentants de Dieu auprès du peuple, soit la royauté et l'élite religieuse. Et il aura fallu la Révolution française puis industrielle avant que cette voix devienne celle des travailleurs et éventuellement de monsieur, madame, tout le monde. D'un point de vue socio-historique, il n'y a donc rien d'anodin au fait de brandir un microphone dans le visage d'un passant et que celui-ci ait l'impression d'avoir quelque chose à dire. Pour mieux comprendre cette pratique, j'ai écouté des centaines d'heures de Vox Pop et j'ai pu commencer à identifier plusieurs types. En journalisme, le Vox Pop peut par exemple servir à étaler diverses opinions ou illustrer l'impact d'une nouvelle. Il peut aussi aider à vendre des produits, des hamburgers, pourquoi pas. Il peut faire rire et provoquer jusqu'à troller des passants dans la rue. Il peut aussi faire appel à notre nostalgie en revisitant les archives ou nous émouvoir pour aller chercher notre fibre humaniste et j'en passe. Le type de Vox Pop va donc varier grandement selon les contextes et les intentions des créateurs. C'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Chaque chemin que vous empruntez va comporter ses possibilités et ses enjeux, notamment éthiques. On peut penser à l'humoriste et possible futur chef de parti Guy Nantel, qui a été vivement critiqué pour ses Vox Pop qui présentaient que les mauvaises réponses de passants à des questions politiques. Bien, imaginez demain matin si tous les Vox Pop étaient faits comme ça dans les médias, de quoi on aurait l'air. Et c'est là l'un des grands enjeux de ce type d'entrevue médiatique. Comme le rapportent plusieurs théoriciens, la façon dont les entrevues sont menées et présentées au public vont venir influencer la façon dont la réalité est construite. Ils vont présenter seulement une certaine vision de la réalité. C'est là l'un des enjeux du Vox Pop. Donc, le manque de transparence des fois autour de cette pratique-là va contribuer grandement à cet effet-là. C'est là qu'intervient le deuxième volet de mes recherches. À travers la recherche-création, j'expérimente plusieurs façons alternatives de faire des Vox Pop afin de complexifier notre compréhension de cette pratique-là qui est tout sauf banale. Parce qu'en sortant de chez vous, vous pourriez être les prochains à vous retrouver dans un Vox Pop. Merci beaucoup. Merci à toi, Cynthia. Autour de notre 9e candidate, Laurence Savignac, doctorat en chimie, et sa thèse « Développement et analyse de systèmes à transition de phase en tant que composante cathodique appliquée aux piles lithium-ion ». 3, 2, 1. À toi, Laurence. Au Québec, 99% de notre électricité est produite avec le mouvement de l'eau. On est certainement parmi les endroits dans le monde les plus privilégiés côté énergétique. Par contre, ça l'amène à un lot de défis de gérer le réseau électrique, particulièrement dans les périodes de pointe ou encore dans des endroits éloignés. Idéalement, on voudrait pouvoir emmagasiner l'énergie pour, par exemple, bien utiliser nos surplus, aussi pour éviter de devoir acheter de l'électricité pendant les périodes de pointe, et peut-être qu'un jour, ça nous permettrait d'éviter de construire des nouveaux barrages inutilement. Une solution prometteuse, c'est une batterie lithium-ion qui serait capable d'emmagasiner l'énergie en quantité massive et puis qui aurait le potentiel de pouvoir le redistribuer au réseau électrique quand on en a besoin. Dans le cadre de mon doctorat, j'ai été appelée à développer des nouvelles électrodes positives qui, en termes de densité d'énergie, seraient encore plus performantes que ce qu'on fait actuellement. Ma stratégie, c'était de réinventer complètement le design de l'électrode. Donc, habituellement, c'est imprimé sur une feuille d'aluminium. Cette feuille d'aluminium-là, elle ne participe pas à stocker l'énergie. C'est ce qu'on appelle un poids mort et on veut s'en débarrasser. Alors, j'ai fait appel à une composante qui pouvait donner tout le support à l'électrode.
C'est là que j'ai décidé d'utiliser les fibres qui sont utilisées dans la structure des avions. Ces fibres-là sont incorporées à même l'électrode et représentent la charpente de l'électrode, mais aussi ça représente fondamentalement une autoroute pour que les électrons puissent circuler. En combinaison, je devais choisir un matériau actif, là où il y a une réaction d'oxydoréduction qui se produit, donc là où on stocke chimiquement l'énergie. J'ai choisi le phosphate de fer lithier, qui est un matériau qui est reconnu pour ses capacités de charge et décharge ultra rapides. Littéralement, on parle en termes de secondes. Donc, les fibres additionnées du phosphate de fer lithier, ça donne une électrode stable, ça donne une électrode haute en densité d'énergie, mais aussi c'est qu'elle est spécialement plus verte que les électrodes conventionnelles. Donc, pour la première fois au monde, on a été capable de recycler des fibres afin de les incorporer dans un système qui permet de stocker l'énergie. Et puis, en tant que chercheuse, je peux dire que j'ai contribué à donner une deuxième vie à ces fibres-là, qui sont des déchets. Et puis, ça représente quand même jusqu'à 3000 tonnes de fibres qui sont abandonnées chaque année dans les cimetières d'avions. Donc, je suis fière de cette contribution-là. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Autour de notre dernier candidat, Bilal Issa, doctorat en psychologie, et le titre de sa thèse « Troubles de personnalité limite ou pathologie de la naissance psychique, appréhender la personnalité et ses pathologies depuis une perspective anthropologique développementale ». 3, 2, 1, à toi, Bilal. Bon. Imaginez avoir du mal à gérer vos émotions, à alterner d'un extrême à un autre, vous sentir invincible, puis complètement abattu. Imaginez-vous envahi parfois par la peur, la colère ou l'angoisse, au point que vos réactions vous échappent, finir par fuir ou agir de manière dommageable. Imaginez enfin que vos relations deviennent difficiles à vivre au quotidien, si bien que vos proches finissent par s'éloigner ou qu'il soit difficile de conserver un emploi. Le trouble de personnalité limite, d'où l'acronyme TPL, est une psychopathologie complexe, encore sous-estimée. En 2015 au Québec, sa prévalence se situait entre 0,7 et 6% de la population. Le but de ma thèse consiste à clarifier les fondements du TPL afin de favoriser l'accès à des soins adaptés et de prévenir ces risques psychosociaux. Plusieurs modèles scientifiques cherchent à clarifier aujourd'hui la façon dont ces manifestations évoluent et apparaissent au cours de la vie. De ce fait, l'étude du TPL impliquerait de revenir même sur ce qu'est la personnalité. Venons-nous au monde avec la conscience d'exister en tant que personne? Sinon, à quand remonte cette acquisition? Qu'est-ce qui la précède? Quelle en est la source? La génétique? Les parents? La réponse à cette question coûte généralement 120 $ de l'heure. Cette thèse propose donc d'investiguer l'élaboration de l'identité humaine jusqu'aux limites de son fonctionnement à travers la rencontre de 3 disciplines, la philosophie, la clinique et la psychologie. Depuis une telle approche pluridisciplinaire, la personnalité paraît bien plus que la simple expression d'une préfiguration génétique. Autant pour la psychanalyse il y a un siècle que pour la neurophysiologie de nos jours, la très grande immaturité du nouveau-né au cours des premières années laisse une marque indélébile sur la poursuite de l'existence. En effet, c'est au cours de cette période de vie paradoxale que se construit, entre l'enfant et son entourage, la délimitation d'un sens de soi et de l'autre. L'enfant n'acquiert un sens de la réalité qu'à l'issue d'un long parcours, une forme de seconde naissance qui aboutit à la socialisation de ses premiers instincts destinés à survivre. Cependant, lorsque les supports font défaut dans l'entourage, cette immaturité constitutive risque de se prolonger en une diversité de configurations instables et parfois pathologiques de l'identité. Aux confins de l'histoire du développement de l'individu et de celle des civilisations, l'énigme du TPL nous invite donc à reconsidérer les aléas d'une naissance psychique propre à notre espèce, ainsi qu'à ses formes de traumatisme. Comme pour la névrose au siècle dernier, l'étude des pathologies de la personnalité de nos jours nous invite donc à reconsidérer le fond de la condition humaine et à nous interroger sur les façons de la cultiver, et ce, autant dans sa grandeur que dans ce qui fait ses fragilités. Ceci nous amène donc à reconsidérer également l'accessibilité des services psychologiques, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour toute la population, de l'enfance à l'âge adulte. Merci.
Merci beaucoup, Bilal, et merci aussi à tous nos candidats. Donc, c'est ce qui met fin à la compétition. Le jury va maintenant délibérer, donc ça devrait prendre 15-20 minutes. Ils ont du pain sur la planche puisque tout le monde était excellent. Vous aussi, à la maison, que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook, vous allez pouvoir voter pour votre candidat. Donc, il va y avoir un lien qui va être publié dans quelques secondes dans le clavardage sur Zoom et aussi en commentaire sur Facebook. Donc, voilà, on se revoit tout à l'heure. Alors, rebonjour à tous. Le jury a délibéré et le public a voté. Maintenant, nous allons annoncer les résultats dans quelques instants, mais avant, j'ai quelques petits remerciements à faire. Donc, la finale universitaire ma thèse en 180 secondes existe grâce au soutien du vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion, du service des communications, des membres du jury, évidemment, qui donnent de leur précieux temps. Et je tiens à remercier particulièrement les techniciens du service de l'audiovisuel qui nous ont aidés à rendre cette finale agréable pour tous. Donc, merci beaucoup, les gars qui sont juste en arrière là, de la caméra. Alors, la personne qui recevra une bourse de 700 $ et qui représentera l'UQAM à la finale nationale est Valérie Bouchard, doctorat en psychologie. Donc, bravo Valérie, on va communiquer avec toi après pour les détails. Et maintenant, la personne qui a conquis le cœur du public et qui se mérite une bourse de 350 $ est Samantha Kargakos, doctorat en psychologie. Donc, félicitations, mesdames, et félicitations à tous les candidats. Vous avez fait un super beau travail et surtout, merci de vous avoir adapté à la formule virtuelle. Donc, c'est ce qui met fin à la compétition. Je vous souhaite un bel après-midi et merci beaucoup de nous avoir suivis de votre chez vous. Alors, on se dit à l'année prochaine. On espère que ce sera en personne cette fois-ci.